Bonsoir à tous, bienvenue. Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité dans le cadre Equinox Soir. En déclarant en fin d'année 2018, lors de son traditionnel discours sur l'état de la nation, que son nouveau septennat allait être décisif pour le Cameroun, l'un des moments les plus importants de notre histoire. Depuis les indépendances, Paul Biya a fini par braquer les projecteurs sur lui-même. Chaque jour qui passait, l'opinion publique nationale et même internationale avait hâte de savoir quels hommes et femmes allaient l'accompagner pour la mise en route du cap qui s'est fixé pour les grandes opportunités. 12 nouvelles têtes sur les 66 que compte le gouvernement John Gouté pour un savant dosage entre 109 et des hommes et des femmes rompus à la gestion des affaires publiques. Stabilité au niveau des départements ministériels de souveraineté, des alliés traditionnels au RDPC, à savoir UNDP, ANDP, FSNC, sont maintenus pendant que les patriotes de Jean de Dieu Momo font une entrée fracassante. Gouvernement John Gouté, des hommes et des femmes pour quelle mission? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Gouvernement John Gouté, désormais des femmes pour quelle mission? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Célestin Jamen. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là et merci de m'avoir convié à dans cette prestigieuse émission. Merci. Voilà, vous êtes du MRC, c'est bien cela? Vous êtes en charge des droits de l'homme et de la gouvernance. Voilà, tout à fait. Merci pour d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, Paul-Joël Kamtian. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, merci une fois de plus pour cette invitation. Je crois qu'elle vient à point nommé. C'est d'autant plus qu'il y a quelques jours, nous parlions de la CAN. Et on se disait que quand Paul Biya allait faire une sortie, c'est sûr qu'il devait taper du poing sur la table. Je crois qu'on pourra aisément faire le bilan. Et je pourrais il a vraiment tapé du poing sur la table. Et je pourrais redire, comme je l'ai dit ici 3 fois successivement, que je n'attendais rien de Paul Biya et qu'il ne devait rien faire. Paul-Joël Kamtian, merci d'avoir accepté l'invitation. Honorable Marlise Doualabel, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes député RDPC, vous ressentez. C'est bien cela. Voilà. Et je présente une fois de plus mes voeux à vos téléspectateurs, vos nombreux téléspectateurs, à mes copanélistes, à vous-même. Oui, et j'espère que nous passerons une soirée agréable. Voilà, je commence avec vous, honorable. Beaucoup de Camerounais attendaient un mouvement de plus grande ampleur. Vous avez été déçus de voir on va dire comme ça, un minimum, on va le dire comme ça. Non, vous attendiez à ça? Bien un plus grand bouleversement? Non, je ne m'attendais pas à un plus grand bouleversement. Paul Biya a dit que ce septennat est un septennat de grands changements. Et nous sommes juste à l'aube de ce septennat. Ce premier mouvement, moi, il me paraît intelligent. Changer de Premier ministre, choisir quelqu'un qui a un profil qui suscite l'adhésion du plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on reproche à Philémon Yan jusque-là pour qu'on puisse le mettre à la touche? Je pense que Philémon Yan a fait son temps. Philémon Yan a montré une expertise certainement qui lui vient de son profil de diplomate. Il était pendant longtemps. Il a été pendant longtemps. Laurent et Sow n'ont pas fait leur temps. Les autres qui ont déjà fait plus de 15 ans dans le gouvernement n'ont pas fait leur temps. Mais ils ne sont pas premiers ministres et ils n'ont pas à piloter j'allais dire, des périodes aussi critiques que celles que nous sommes en train de vivre et qui peuvent, j'allais dire, pas abîmer, mais qui peuvent lasser un dirigeant. Donc je pense qu'il a fait son travail. Maintenant, compte tenu des enjeux et de la vision du président de la République, il était compréhensible qu'on choisisse un autre dirigeant pour porter la vision du chef de l'État
Et je pense que le choix était un choix idoine. Ok, Célestin Djamel, comment vous regardez ce mouvement au MRC? Bien, alors ce qui s'est passé pour nous est un non-événement. Un non-événement? Absolument, parce qu'en vérité, nous sommes au 44e remaniement ministériel depuis 1982. Oui. Nous avons eu 3 premiers ministres francophones, M. Bello Bouba, M. Arian Luc, M. Sadou Daoudou, et 5... Sadou Ayatou, autant pour moi, merci. Et 5 premiers ministres anglophones, M. Achille Achou, M. Peter Mafani, M. Inoni Ephraim, M. Yanfili moi, maintenant M. Diongouté. Qu'est-ce que ces 8 premiers ministres ont apporté comme changement dans le quotidien des Camerounais? C'est la question fondamentale. Nous sommes un pays qui manquons jusqu'à l'installation des forages de l'eau potable. J'ai vu des déplacements de M. Biya, le président proclamé vainqueur, en Chine, pour solliciter des entreprises chinoises pour venir installer des forages au Cameroun. Voilà les préoccupations des Camerounais. J'aurais tant aimé qu'un Premier ministre durera 15-20 ans, mais qu'il apporte un changement concret, réel au quotidien des Camerounais. Ce n'est pas le cas. Donc ceci est un sujet, je l'ai dit, qui est bon pour le microcosme médiatique, mais en aucun cas pour les Camerounais. Qu'est-ce que Serge Anotou, ce remaniement, le énième, va apporter à votre quotidien comme changement? Rien. Donc ce qui nous intéresse d'abord, c'est que nous avons un président illégitime, il faut bien le dire, je le dirai autant que mon souffle le permettra de le dire, et par conséquent, il ne peut effectivement constituer qu'un gouvernement illégitime et donc forcément inefficace. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de réformer la société. La légitimité se trouve où? Mais elle vient du peuple à travers les urnes. Je ne vais pas revenir sur les élections qui sont déroulées au sélecteur, mais il est évident qu'aujourd'hui, M. Biya n'est pas le président légitime des Camerounais. C'est clair et net. Et par conséquent, ce gouvernement est vraiment pour nous un non-événement, ce remaniement. Encore qu'on peut parler de réaménagement technique, parce qu'en vérité, même si la science politique veut que quand on change de Premier ministre, on parle de remaniement, oui. Mais en vérité, ce n'est qu'un changement de chaise musicale, qui ne change rien dans le fond. Ces ministres n'ont pas de cahier de charge, ils n'ont pas de compte à rendre. Comprenez? Donc on a même vu aujourd'hui qu'à travers ce remaniement, ce pseudo-remaniement, on a vu que ceux qui ont bien volé, ceux qui ont renié leur communauté tribale ont été promus. Hein, vous comprenez? Donc nous sommes dans une république réellement, pour le coup, bananière, où on marche véritablement sur la tête. Regardez par exemple M. Ngongo qui a piloté la plateforme de la Cannes. Vous connaissez le drame tragicomique qui nous est arrivé. Eh bien, ce monsieur a été promu. Il est passé de ministre, de secrétaire général avec rang de ministre, à secrétaire général avec rang de ministre d'État. Alors que tout le monde sait que tout se passe au niveau du secrétaire général. Alors, comment à ce jour-ci, depuis le 30 novembre, aucune tête n'est tombée pour cette Cannes? Et M. Biya promeut ceux qui ont pillé, ceux qui ont détourné, ceux qui ont jeté l'opprobre sur, n'est-ce pas, l'image du Cameroun. Alors, j'en déduis une chose très simple. Ça veut dire que ces gens volaient pour remettre au chef bandit, tout simplement. On ne peut pas comprendre comment un homme dont tous vos confrères ont dit, Orbi et Torbi, qu'il est impliqué dans ces détournements flagrants, ait été promu. Qu'il soit maintenu, je peux encore éventuellement le comprendre, mais qu'il soit promu, là vraiment c'est la catastrophe. Je prends le cas de M. Jacques Famendongo, qui est le ministre de l'enseignement supérieur, lui aussi reçu une promotion. Vous connaissez tous l'histoire des dons des ordinateurs, et c'est un notebook qui a une durée de vie d'au moins 30 jours, de plus 30 jours, et bien lui aussi il a été promu. Un ordinateur qui coûte logiquement 39 000 francs, tout le monde peut l'acheter sur Internet, qui est passé à 150 000 francs l'unité, dont 150 milliards, d'ailleurs qui n'a pas été restitué à tous les étudiants. Donc, en vérité, nous sommes dans un système de prévarication, de décrépitude très avancé, et si on ne fait gaffe, ceci aura des impacts sociaux, politiques extrêmement flagrants, extrêmement difficiles à digérer. Ok, Paul-Jules Kamtchan, restons donc sur ces maintiens qui dérangent visiblement Ngongo, Bidongpad, Famendongo. Bah écoutez, je voudrais me situer à l'appendice des propos de Célestin Djamel pour vous faire remarquer en réalité que vous voulez là évoquer le dossier de la Cannes. Et oui. Je crois que de façon, la majorité écrasante des Camerounais... Il y a la Cannes, il y a aussi les ordinateurs. Voilà, oui, la Cannes, les ordinateurs. Je voudrais bien commencer par la Cannes qui est en réalité le scandale le plus récent. Pour simplement vous faire remarquer qu'en réalité... Paul Biya n'a pas beaucoup écouté la majorité écrasante des Camerounais qui demandaient des sanctions. Mais il y a des voix qui s'élèvent pour dire que peut-être que Paul Biya a des informations sur le secrétaire général, que
la populace, l'homme de la doc, ça n'a pas, forcément. Oui, non, en réalité, vous évoquez les différentes grilles de lecture qu'on peut avoir à partir du réaménagement du 4 janvier, pour simplement dire en réalité que il y a quand même plusieurs éléments qui nous permettent d'avoir des lectures tout à fait différentes, parce que tenez-vous tranquille, avec l'affaire d'Albatros, par exemple, on avait eu droit au même scénario où vous avez, par exemple, eu un secrétaire général, les deux secrétaires généraux qui sont en prison, qui avaient été promus, qui ont changé de portefeuille et qui plus tard ont finalement été ça c'est la méthode de Biya là. C'est l'une des méthodes, parce qu'il en a plusieurs. Oui, c'est l'une des méthodes puisqu'il en a plusieurs. Donc à cela on peut prêter cette interprétation. Vous avez aussi à côté, toujours dans le même cadre du même dossier, vous avez deux ministres, par exemple, qui ont payé, qui sont sortis du gouvernement et qui étaient plus ou moins liés à l'organisation de la CAN, à savoir l'ancien ministre des marchés publics et celui du développement urbain et de l'habitat. Mais il serait très difficile et peut-être très hâtif d'attribuer cela à une sorte de sanction, parce qu'en réalité, comme Célestin Diamène disait, le secrétaire général de la présidence de la République, qui avait plusieurs fois été cité comme étant la pierre angulaire de l'organisation, a plutôt été promu, tout comme Ismaël Bidou Kouat a plutôt changé de portefeuille. Cela dit, on peut avoir 1001 façons de lire cela, mais toujours est-il que du point de vue du droit, et je parle sous le contrôle de Célestin Diamène qui est un juriste, je crois que la prescription quand même en matière où on se trouve en réalité, c'est environ de plus de 10 ans. Et je crois que vous vous souvenez en réalité que Jean-Marie Atangana Mebara, les Marafat Midouya et consorts, c'était plusieurs années après qu'ils ont été arrêtés dans le cadre d'une affaire qu'ils auraient commis entre guillemets 10 ans auparavant. Mais à côté également, on peut s'autoriser une autre lecture qui voudrait en réalité que vous savez en réalité que le remaniement, c'est constitutionnellement n'est pas exigé, mais politiquement en réalité, à la suite de la présidentielle, il y a quand même des personnes qu'il faut récompenser. Si vous prenez Jean de Dieu Momo par exemple, cet élément me permet d'étayer la pensée selon laquelle en réalité il aurait été récompensé de par le travail qu'il a été fait. À côté, donc vous avez aussi plusieurs cas ainsi. Donc c'est pour ça que ça a été en réalité un remaniement de très faible amplitude, parce que ça a été davantage un changement de chaise ministérielle plutôt que des personnes qui sortent parce qu'elles n'ont pas bien travaillé. Et à côté, vous avez par exemple le ministre de la Santé, plusieurs fois impliqué dans certains scandales, qui est également parti. Vous avez d'autres ministres, comme celui des Mines par exemple, qui en réalité, à qui on ne prête aucune casserole, qui est également parti. Donc en réalité, je crois que cela nous donne le droit de comprendre ce pouvoir discrétionnaire dont jouit le chef de l'État, qui nomme, comme la Constitution le dit, aux fonctions militaires et civiles, et dont en réalité, qui dit discrétionnaire, dit qu'il est le seul à savoir pourquoi est-ce qu'il nomme, pourquoi il démet tel et pourquoi il promeut tel autre. Mais je crois savoir que nous ne devons pas aller très vite en besoin pour tirer les conclusions, parce qu'en réalité, nous avons les prochaines élections qui arrivent, qui en réalité pourraient, en fonction des résultats qu'on aura, reconfigurer justement le paysage politique. Et cela pourrait maintenant, en ce moment, donner toutes les cartes à Paul Biya, qui va en ce moment revoir le paysage politique du Cameroun. Donc, disons-nous une chose, c'est que il y a eu des récompenses, il y a des personnes qui sont sorties, il y a celles qui sont entrées, mais il est un peu trop tôt. Voilà, il y a des régions qui sont frustrées comme celle de l'extrême nord, mais le centre garde toujours la palme d'or en tant que voilà. Et puis, il faudra aussi noter en réalité qu'Amadou Ali, après 35 ans, quitte le gouvernement et est remplacé par Laurent Esso, qui devient du coup le doyen du gouvernement avec 31 ans dans les différents couloirs, même comme il est entré par le secrétariat général de la présidence, et après il a donc parcouru quelques postes ministériels, il est reparti à la présidence avant de revenir. Donc on peut s'autoriser 1001 lectures sans toutefois s'autoriser certaines conclusions qui jusqu'ici, comme je le disais tantôt, relèvent du pouvoir discrétionnaire de M. Biya Paul. Voilà, honorable Maurice Doualabel, jusqu'aujourd'hui, la promotion du secrétaire général fait quand même jaser. Après tout ce qu'on a vécu là, son nom est revenu plusieurs fois, on ne comprend pas. J'ai compris effectivement que les différentes lectures vont dépendre du statut de chacun de nous et de la perception que chacun de nous peut avoir de l'environnement politique. Moi, je suis une femme politique, je suis militante du RDPC, élue du peuple. Je pense que la position de N'Djamène
Monsieur N'Djamène, excuse-moi, de Monsieur N'Djamène ne sera jamais la mienne. Parce que quel que soit ce que ce gouvernement pourrait faire, Monsieur Célestin N'Djamène aura un avis négatif. Pourquoi? Parce qu'il est dans la partie du verre à demi... Moitié vide, à moitié plein. Lui, il est dans le moitié vide. Moi, je suis dans le moitié plein. Donc, forcément, nous n'avons pas la même perception. Oui. Par exemple, moi, j'analyse l'entrée au sein de ce gouvernement de Monsieur le ministre Momo Jean de Dieu comme un acte politique. Oui. On va en parler. D'un dirigeant qui a estimé qu'il fallait qu'il tende la main à un allié qui a eu un soutien actif, visible et continu pendant toute la durée de la campagne. Et je ne vois pas pourquoi M. N'Djamène va parler de ce ministre et ne mettre en avant qu'il a renié son ethnie. Qu'est-ce que l'ethnie vient chercher là-dedans? Qu'est-ce que l'ethnie vient chercher dans le fait que le président Biya ait promu Jean de Dieu Momo? Non, je pense que c'est un acte politique. Il a identifié dans le G20 une des personnalités qui pouvaient embarquer dans ce premier gouvernement. Et je dis bien que c'est la première marche. Et je ne vois pas pourquoi on condamnerait cette décision qui, en réalité, n'est que la première page d'un livre qui va s'écrire dans les jours à venir et dans les mois à venir. Parce qu'on commencerait par quoi? On aurait commencé par réorganiser le gouvernement en revoyant par exemple le nombre de ministères par rapport à la décentralisation qui est attendue, en remettant des contenus à l'intérieur de chaque poste ministériel, ainsi de suite, pour que l'instrument que constitue le gouvernement soit pertinent par rapport à la vision de Paul Biya de l'émergence en 2035. Lui, il a donné sa vision. L'émergence, c'est 2035. Maintenant, il va falloir que chaque ministre qui accompagne le président de la République mette en place sa stratégie, dire comment il va aller vers cette émergence, les programmes qui vont nous aider à y arriver rapidement, les indicateurs, les objectifs, les indicateurs pour pouvoir évaluer. La vérité, c'est que ceux qui ont embarqué actuellement, ils vont devoir se contenter, même si chacun peut apporter une note personnelle, mais ils vont devoir se contenter de suivre la feuille de route qui est déjà dessinée par ceux qui ont défendu le budget. Parce qu'au moment du vote du budget, les ministres viennent rencontrer le peuple que nous représentons. Ils nous disent ce qu'ils ont envie de faire, comment ils vont le faire, et en fonction de la conviction qu'on a, nous leur donnons quitus pour tel montant de budget ou pas. Bon, maintenant, ceux qui arrivent quand c'est déjà fait, forcément, ils sont tenus par cette feuille de route, mais je pense que ce gouvernement est parfaitement outillé pour faire, pour moi, les trois choses qui semblent essentielles là maintenant. Résoudre le problème de la crise anglophone, améliorer, mettre de toute façon les jalons pour améliorer les conditions de vie des citoyens et faire en sorte que le RDPC, mon parti, gagne les élections municipales et législatives. Dans le cap, c'est municipal et législative, fin 2019. Sur ce plateau, il nous a rejoint Fa Elvis Taillon. You're welcome, sir. Thank you very much. Good evening to the panelists here. Good evening to the people of Gunoko village. Good evening to Anaba Christopher from Gunoko and Legion and my Royal Majesty, His Royal Highness Chief Fonmiki. And so it's a pleasure coming here and also I'm happy getting the topic that we're all discussing here today. Oui, voilà, je reste avec vous. 9 ans et demi après le dernier Premier ministre originaire du Sud-Ouest, l'immeuble étoile revient, on va le dire comme ça, à un originaire du Sud-Ouest. Quel signe? Ça veut dire quoi pour vous? Well, I think it's an interesting question. Surtout dans la résolution de la crise anglophone. It's a very good question. On passe du nord-ouest au sud-ouest. Yes, it's a good question you are asking because, as I said earlier,
also come from war-torn region. The pinch we feel is different from somebody who sits in Douala and is talking very comfortably. I have been in the Northwest region for 2 weeks. I've been caught in crossfire in Bengui, caught in crossfire in Gunoko, caught in crossfire in Bamenda itself. And so I leave the pinch of it. And when you ask me that kind of question, originally, I would have not loved to talk about commenting on it, but you have asked the question. And why would I have not loved to talk about it? Because it's, for the time being, the regime has done nothing good for the Northwest Southwest because of where we are today. And why do I say so? CPDM elites are the cause of the problem where we find ourselves. I will say this today and tomorrow and the day after. Because our own elites, who were the ones who were supposed to tell President Paul Biya, look, these people from Northwest, Southwest region, they have a problem. Because they were eating fat from the ruling party, the CPDM, they sat quiet and told President Paul Biya that everything is well. And when the teachers and the lawyers started, these very hoodlums equally said there is no problem at all. Meaning to them, no problem was existing. It is until now that we are getting to the 3rd year, with people being killed, military are killed, civilians are killed, and Brazilian fighters are killed, that to some people is still not meaning something to them. I mean, these are human beings, souls created by God, being killed day in, day out. So, for the 9 years, well, we say it left Southwest, came to Northwest, now it's going back to the next thing we ask ourselves is, I come from Northwest, Southwest. Has that been able to give any impact to me? Zero. I have been in the Southwest, I've worked in Kumba for a long time, so I have links with the Southwest region. Has it got an impact on us? Absolutely very little. Why do we say so? Because in the midst of all of these problems, when people in Jian are complaining, sometimes the people that work in the government don't send the channels or send the problems where they are supposed to be. When people in the Northwest region are complaining, the elites who have the CPDM, who eat well, live well, air-conditioned vehicles, air-conditioned offices, don't bother. And so they have dragged us into this Anglophone crisis where we find ourselves, where we don't even know where it will get finished. And therefore, when you ask me about what do I take home for 9 years, is left Southwest is coming back, to me, it's not an event. I'm sorry to say that. I will call it an event the day I hear that those who are there have created an impact. Now, Serge, you realize that in the present government, we have what they call the presidential system. Presidential and parliamentary system of government. What does it mean? It means that you are in a system whereby the sole decision making is carried out by the head of state. The Prime Minister, the Minister of Justice, territorial decision, they simply implement rules put in place by the head of state. So had it been we're in a system where we have federal system or whatever the case might be, we could say that these ministers are important or could be independent. You bear with me, say that any event that you go, public events, you also hear on the instruction de chef de l'État. It's always on the instruction of the head of state, which means no minister enough. I hear, I was coming to the panel, I hear they say this one is capable, this one has experience. In this government, there's nothing like being experienced. Because you could be a good architect of housing and development, and the moment you stay there and you have to dance to the tune of first the ruling party, the CPDM, which is a gangster party. If you don't dance to that rhythm of that party, then you cannot be on your own. Journalists will understand what I'm talking about. Therefore, we are talking about a situation whereby if I am journalist, you place me the Minister of Communication as Minister of Communication, I should be able to innovate. I should not be waiting to take instruction from the head of state. So that anything we thank the head of state, anything is the head of state. It means that I don't have something to offer. It's only the head of state that has something to offer. Therefore, il faut quand même un chef d'orchestre. Est-ce que vous allez faire comme vous le pensez? Come again? Est-ce que vous allez faire comme cela vous dit? Il faut quand même un chef d'orchestre dans un orchestre, non? No, you have to be. But what I'm saying is that in a good governance system, Oui. where there is political accountability, where people are appointed not based on party lines as we talk here, where they are appointed on merit. In such a situation, people can effectively carry out an action that will not be politically motivated. And in this case, a man can design his program, put his program through without getting hurdles or bottlenecks because he is answerable to a political party. Even those who call themselves opposition who are already in the government. Once you're an opposing party, whether it's G20 or G90 or G50, the moment you get into the system, you are CPDM already. You have to follow that rhythm of CPDM. If not, you will not work in that government. Voilà, je veux que l'on parle à présent de René Emmanuel Sadi, un diplomate qui va à la communication. Diplomate, il remplace un ingénieur chemin de fer, Issa Thilo Mabakari. Est-ce que
pendant les 10 ans qu'il a passé là-bas, on va le dire comme ça, il y a eu un problème. Est-ce que le président Biya sent qu'il faut repenser la communication gouvernementale? Je crois savoir, comme je vous l'ai dit, la stratégie, si l'on voit, nous qui sommes à la périphérie du pouvoir, en réalité, c'est que ce changement de jeu musical obéit à un certain nombre de prédispositions dont jouit le chef de l'État. Un diplomate à la communication, ça se comprend parfaitement parce qu'en réalité, la communication est un instrument diplomatique. C'est-à-dire un diplomate, son travail, c'est de vendre l'image de son pays. Et vendre l'image de son pays signifie communication et information. Mais ce qu'il faut remarquer en réalité, je crois savoir, c'est le premier diplomate qui arrive à la tête du ministère depuis que ce ministère est le ministère de la communication. Cela signifie qu'il viendra sans doute avec une touche particulière. Mais il faudrait aussi remarquer que René Emmanuel Sadi est quelqu'un qui est un peu très discret et donc il ne fait pas trop de bruit. Du coup, on verra la cassure qu'il y aura entre lui et le ministre Thierry Maki. Est-ce qu'un ministère comme celui de la communication vous impose, vous exige d'être discret? La discrétion, cela dépend. Parce que la communication obéit en réalité à la base à une stratégie. C'est pas parce que Thiron a été chaque fois en face des micros que cela signifie qu'il faisait de la bonne communication. Parce qu'en réalité, quand ça devient du bruit, ce n'est plus de la communication. Voyez-vous, ça sont des techniques en communication. Lorsque c'est un peu trop en communication, ça s'appelle du bruit. Et donc maintenant, avant Thierry, il y a eu des ministres qui ont été aussi discrets. Vous avez eu par exemple le professeur Jacques Famdongo, qui est un professionnel de l'information rompu à la tâche, mais qui n'avait pas les mêmes approches en matière de communication que Thierry, par exemple. Voyez-vous, à chaque personnalité va aussi dépendre un style, un feeling, comme on le dit souvent. Mais le plus important sera leur capacité à mettre en œuvre la politique définie par le gouvernement en matière de communication. On communique sur quoi, comment et à quel moment? Jusqu'ici, je crois savoir en réalité qu'en matière de support, le Cameroun bénéficie du point de vue de la démocratie d'un certain nombre d'instruments de communication, aussi bien à capitaux publics que privés, avec les médias Equinox en fait d'ailleurs partie. Et de l'autre côté, c'est lui donner un contenu. Et c'est à cela que devrait s'atteler donc René Emmanuel Sadi qui arrive. Un diplomate, je crois qu'il est à sa place. La diplomatie, c'est pas seulement dans les ambassades. Encore que quand vous allez même dans les ambassades, il y a des chefs de mission diplomatiques qui ne sont forcément pas des diplomates de carrière, mais vous avez par exemple des attachés qui sont en réalité les techniciens. Et donc cela suppose en réalité que on va assister à une nouvelle touche qu'il faudra plutôt suivre particulièrement et voir en quoi est-ce que ça sera différent et ça pourra améliorer la qualité de la communication. Sinon, lorsque vous écoutez toutes les communications, les conférences de presse, même comme Thierry Mallet est né à 1 heure à 2 heures au ministère de la Communication, on avait quand même l'impression que tout le monde n'était pas satisfait. C'était en réalité le niveau de perception de ce que Thierry disait ou alors est-ce que Thierry voulait passer. Mais je voudrais constater, moi en tant que professionnel en réalité, que sous les Thierry, le gouvernement a eu davantage une approche de communication plutôt défensive qu'offensive. C'est-à-dire, on avait un ministre de la communication qui communiquait lorsqu'il fallait défendre une gaffe du gouvernement. Or, on a besoin davantage d'une communication proactive qui va vers le citoyen lambda et surtout, on espère que l'ère Emmanuel Sadi pourra ouvrir l'ère d'une loi sur l'accès, d'une loi cadre sur l'accès à l'information et aux données publiques. Le Cameroun en a besoin en ce moment où je vous parle parce qu'en réalité, le Cameroun ne parvient pas à être éligible dans plusieurs cadres au niveau international. Le cadre de l'Open Government Partnership, par exemple, qui est en réalité un concert des nations qui ont en commun la transparence. Et qui dit transparence, en socle, en réalité, on dit comme point d'éligibilité avoir au moins une loi sur l'accès à l'information, ce dont le Cameroun ne dispose pas. Mais je crois savoir que lorsque je vois l'ossature en ce moment, on a par exemple le ministre délégué à la présidence chargé des relations avec l'Assemblée qui est un professionnel de l'information rompue. Je fais allusion au docteur Wakata. On espère au moins que ce dispositif
outre Jean de Dieu Momo, qui vient également de la société civile, et auprès du ministère de la Justice, puisqu'ici on parle de loi, ce trio-là pourrait faciliter justement la société civile qui travaille sur ces questions-là, de permettre au Cameroun enfin d'avoir une loi. Et je parle sous le contrôle de l'honorable qui est juste autour de la table, qui pourra sans doute étayer en disant en réalité que le Cameroun a grand besoin en ce moment d'une loi sur l'accès à l'information. Parce qu'en réalité, le problème de transparence auquel on fait allusion, c'est justement dû à l'absence d'une loi. Le problème, par exemple, de l'application de l'article 66, qui en réalité, dans d'autres pays comme au Burkina Faso, qui exige, par exemple, de fait de communiquer dessus, le citoyen doit savoir ce qu'un ministre a déclaré, par exemple. Tout ça relève en réalité des questions d'accès à l'information. Donc, on attend beaucoup René Emmanuel Sadi sur ce terrain. On attend Jean de Dieu Momo, qui est un ministre délégué. Je sais qu'avec le ministre Laurent Isso, c'est pas très facile parce que on lui reconnaît une certaine froideur. Oui. Et donc, au niveau, par exemple... Il est aux antipodes des Jean de Dieu Momo. Oui, en fait, c'est deux personnalités diamétralement opposées du point de vue du tempérament. Ok. Honorable Malice Doualabel, René Emmanuel Sadi, ce sera une façon différente de communiquer? Et c'est pour ça que je dis que ce réaménagement gouvernemental est très intelligent quand on veut avoir la sérénité de l'observer, de l'analyser. Le ministre Chiroma a fait près de 10 ans. Hein. Oui, près de 10 ans. Alors, s'il a fait près de 10 ans, c'est parce qu'il correspondait certainement à un objectif que le gouvernement avait. Il est arrivé en juin 2009. Et il a fait le travail qu'il avait à faire, avec des jours heureux et des jours moins heureux. De toute façon, nul n'est parfait. Mais s'il a été conservé, s'il a eu s'il a eu la confiance du chef de l'État pendant 10 ans, ça veut dire que globalement, le chef de l'État était satisfait. Et nous étions aussi dans un environnement où arrivaient en masse les réseaux sociaux, où le gouvernement était bousculé. Obligé toujours de défendre. Voilà, donc il fallait toujours courir pour essayer de rattraper des situations, et son tempérament a permis de faire ce travail. Mais le travail d'information, j'allais dire, quotidien, était quand même fait avec les différents ministres. Il y a eu toujours les communications gouvernementales qui étaient tenues par les différents ministres. Maintenant, René Emmanuel Sadi, lui aussi, du fait de son tempérament et de son profil, correspond à une autre étape. Nous sommes dans un pays où la sensibilité est pratiquement à fleur de peau chez tout le monde. Et donc, on va avoir besoin d'une communication peut-être plus subtile, plus efficace parce que anticipative, et puis également s'attaquer à l'institutionnel. Donc, effectivement, mettre en place les instruments juridiques qui vont permettre de passer à plus de modernité dans le domaine de la communication. Donc, mais avant que je ne vous remette le micro, je voudrais dire à mon cher voisin que je suis très sensible à la civilité entre nous, le personnel politique et les observateurs politiques, en tout cas tous les acteurs politiques. Je suis pas très heureuse quand je suis à côté de lui et qu'il parle du RDPC comme un parti de gangsters. Je trouve que ce n'est pas... c'est peut-être ce qu'il pense, mais dans une communication sociale civilisée, on fait attention à ses vis-à-vis. Parce que ce que moi je pense des activistes du nord-ouest et du sud-ouest, ça va pas devenir un ping-pong. C'est pas tout à fait, c'est pas toujours heureux. Mais je me dis que pour qu'on avance ensemble et pour qu'on trouve des solutions ensemble, ça prend que chacun de nous fasse un peu attention à l'autre. Donc j'ai pas beaucoup aimé ce terme, et j'espère qu'il comprend quand même le français parce qu'il a répondu à toutes les questions. Et voilà. Donc... Voilà, Célestin Diamène, l'arrivée des réseaux sociaux, et comme a dit Paul-Joël Kamtouin, ça n'a pas beaucoup aidé le ministre Chiroma qui était obligé toujours de venir rattraper, on va le dire comme ça, certaines situations.
J'espère que je ne suis pas là pour la figuration, parce que j'ai fait 2 tours de table sans... Non, allez-y, mais c'est vous qui avez la parole, Célestin Diabou. D'abord, je pense qu'il faut redéfinir ce qu'on entend par le ministère de la communication. Est-ce le ministère de la propagande ou est-ce le ministère des médias? Il faut redéfinir ça de manière très claire et très sereine. Moi, je considère que dans les pays modernes, il y a en général un porte-parole du gouvernement, et le ministère de la communication n'existe plus, puisque je pense que la profession, le corps médiatique s'autorégule. Il y a en général une commission qui s'occupe des problèmes déontologiques des médias. Donc je crois que le ministère de la communication en tant que tel n'a plus lieu d'exister dans les pays normaux, dans les pays modernes. Donc on n'a pas d'injonction à donner aux médias. Ils sont suffisamment adultes et grands, et en plus ils sont chapeautés par une commission qui essaie de réguler les dérives éventuelles. Donc maintenant, je crois que M. Chiroma a un peu, comment dirais-je, transformé ce ministère en ministère, comment dirais-je, de l'agitation. On a vu très bien ces interventions dans différentes conférences de presse qui rimaient simplement à faire purement et simplement du griotisme. Le point d'orgue a été celui de l'affaire des mamans de l'extrême nord à qui on a vu des bébés fusillés dans le dos de ces mamans-là, qui est un acte humainement horrible, évidemment, et que Chiroma s'évertue à dire que non, c'était pas des Camerounais. Et bien évidemment, quand M. Biya a ouvert une enquête, il s'est ravisé. Donc on atteint le point culminant du griotisme en politique. Je crois donc aujourd'hui... Avec René Emmanuel Sadi, ce sera pas ça? Alors lui, justement, c'est un diplomate de formation, de carrière, et je pense que justement, ça revient à ce que je disais. Est-ce que René Sadi est là pour diriger les médias, pour mettre au pas les médias, ou est-ce qu'il est là pour faire la propagande du régime? Parce qu'en général, dans l'ancien temps, les régimes, les ministères de la communication étaient là pour faire de la propagande des petits timoniers, en quelque sorte. Donc en vérité, il faut savoir quel rôle aura joué monsieur Sadi, qui n'a pas le même tempérament finalement que monsieur Chiroma. Je crois qu'aujourd'hui, on parle du remaniement ministériel. La question fondamentale, ce n'est pas vraiment ce remaniement. C'est un sujet qui intéresse les médias. Je le dis et je le redis ici. Nous, Camerounais, nous avons besoin d'une rupture totale avec ce système. Il y aura un 45e remaniement, un 46e. On reviendra sur les plateaux pour reparler des mêmes choses et la vie des Camerounais ne changera pas. Donc vous comprenez donc ma préoccupation sur les éléments fondamentaux de l'évolution de la société camerounaise. On a envie d'une réforme d'abord constitutionnelle. Le professeur Maurice Kamto, président légitime du Cameroun, l'a dit pendant sa campagne. Je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Il a dit à plusieurs reprises qu'il fallait d'abord réformer les institutions camerounaises. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place l'article 66 de la Constitution? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à résoudre la crise anglophone? On a créé une commission de bilinguisme et du culturalisme. Culturalisme. Et en même temps, on nous fait comprendre de manière indirecte que M. Diangoute sera quand même, le pilier, la personne qui pourrait apporter une solution à la crise anglophone. Non. À quoi donc aurait servi la création de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme? Je crois que Monsieur Biya est un président à l'âge qu'il a et que nous respectons totalement, ne peut plus gouverner. Il ne peut plus gouverner. C'est pas à 86 ans qu'il va faire des miracles. Donc c'est ça le cœur du problème. Ce n'est pas de venir sur le plateau discuter, rediscuter des remaniements ministériels. Le problème est fondamental. Il s'agit de savoir dans quelle voie va aller le Cameroun dans les 10 prochaines années. Nous étions un pays, on va dire, intermédiaire, comparable à la Corée du Sud. Rappelez-vous, il y a simplement 30 ans. Aujourd'hui, on est à la traîne. Même le Tchad est légèrement au-dessus de nous en termes de... Oui, évidemment, vous rigolez, mais c'est la vérité. Je sors d'un pays, le Congo-Kinshasa, je vous assure, quand vous revenez au Cameroun, on a l'impression de rentrer au village. Il y a quand même un vrai problème. Donc, aujourd'hui, on n'a plus de capitaine à la barre. Quel est notre souci? Changer les ministres, est-ce que ça change la vie? Alors, en général, quand on change de Premier ministre, c'est pour redonner un coup de neuf, c'est pour redonner une réorientation, n'est-ce pas, à la direction du gouvernement. Mais il n'en sera rien. Comme les 7 premiers autres, il fera exactement de la figuration. Le chef de l'exécutif, c'est apparemment M. Poubien, puisqu'il a été proclamé comme tel président de la République. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'en sortira rien du tout. Voilà le cœur du problème. Ceux qui nous regardent aujourd'hui, ces gens-là autour, ils savent très bien que demain, le lendemain, ne seront pas enchanteurs. Ils savent très bien que le SMIC ne changera pas, que leur salaire restera le même, qu'au niveau des infrastructures routières, hospitalières, il n'y a rien qui va changer. Alors, que voulons-nous exactement ? On est un peuple, malheureusement, qui a un problème avec l'indignation collective, donc ça fait que ceux qui sont au pouvoir continuent toujours à nous marcher dessus et dans l'indifférence la plus totale. Donc, moi je pense, pour conclure, que
il faut, même quand on évoque le sujet de l'actualité, regarder toujours le fond du problème. Le fond du problème, et Elvis l'a dit tout à l'heure, il y a un problème d'abord il a parlé, je crois tout à l'heure, que le RDPC, les élites du RDPC étaient la cause du problème anglophone. Il l'a dit. Il a parlé tout à l'heure qu'il y avait un problème, comment dirais-je, de restauration, n'est-ce pas, de l'image du Cameroun. Et moi, je considère aujourd'hui que c'est ça le cœur, l'enjeu aujourd'hui, quand on fait un remaniement, c'est parce qu'on a une politique à renouveler. Mais aujourd'hui, chez nous, c'est simplement du conformisme pur et simple. Et je dis et je redis que tout dépend maintenant de nous. On a les élections législatives qui arrivent dans 10 mois. Donc maintenant, que va faire le peuple camerounais pour changer son destin? La question est posée. Voilà, Elvis, il y a la CAN qui a suscité un certain nombre de débats. On a voulu que le président fasse un nettoyage, mais 2 parmi ces ministres qui étaient concernés, 2 sont restés à la poste. Il y a le secrétaire général, secrétaire général, il est devenu ministre d'État. Il y a aussi le ministre des Finances. Les 2 n'ont pas bougé, tandis que les autres, soit ils ont changé de poste, soit d'autres ont carrément été mis à la porte. Pourquoi ces 2-là? Serge, you know that when we come here on the platform, what keeps us floating is the ability to speak the truth. Oui. Where we are today is because people have come on platforms like this and they're only talking sweet words and cajoling. If people decide to make a party gangster party, it means people are not responsible. I was in the heart of presidential election, which all of you know. I know the kind of dirty deals that CPD militants were doing on the ground. I am not hiding, I'm talking that they understand what they did. Because they believe everything is money. And so with money you can do and undo. And that's the more reason why people will buy votes, people will rig elections, and the righteousness of the people are not made, and we are in a stalemate. And while coming to your answer, Serge, I've been telling Cameroonians that people should understand that nobody should claim to be patriotic than the other. Because that is the error people think. People who are in the CPDM, those who are up there in the parties and hierarchy, they think that they are Cameroonians more than some of us who are down here. It's an error. Because in political accountability, each and everyone in a nation has a say, directly or indirectly. Now, coming back to the ministerial appointments, as you mentioned, you will have controversial figures that are in the government. You begin to ask yourself, upon reports that came up that a tip of sand was costing 700,000, you get cement costing 16,500 francs, and a host of all of this. We think that in a proactive government, when issues like this come up, investigations come up too as well. Now, you realize that we're talking about when laptops came in. The Minister of Higher Education was telling you how 30-something gigabytes is equal to 500 gigabytes and all the like. Those were not even technologies that was mastered by him, because it would have been somebody in the technical field who could have been able to give those utterances. It was not even moving. Now realize that with the laptops that came in, they were not corresponding with the capacity that was given. Now these are small things that we get to know. In the AFCAN that came and failed, we understand that things do not move as they were supposed to be. Because if we are in the government of this nature, it is a big shame that Cameroon lost the CAN. I should be asking ourselves, but what happened? Things went wrong somewhere. And at the time where Cameroonians are thinking that there should have been prompt action, people are instead promoted. The administrative portfolios are promoted. So it becomes a matter such that Cameroonians no longer have a say in their country except the people that govern. It is an abuse on us who are the people down there. And so looking at all of that, you realize that because we are not able to call a spade, which is the British man system, because we are able to take shortcuts for one reason or the other, we find ourselves where we are. I made clear here that those who have been appointed, I don't have a problem whether they are qualified or not. They could be qualified, but the question is, under what circumstances are they working? Are they going to influence the end of hostilities in the Northwest region? That is my concern as somebody who comes from the English-speaking area. So long as they have no capacity to influence or to bring an end to the conflict in the Northwest, to me, is not an event. So that's why I said that as we look up here, what Cameroonians, because I've been telling people, Serge, just like Honorable is here with me, the main thing is that she is of the people. And so when you are of the people, what people expect to see from you is the ability to tell them the realities. Look, there's no pipe-borne water. People are suffering. It is true. We have mosquitoes left to right. We are working on that. It's not easy. It's an honest statement. But in a case where we could sit on a platform and explain things as if nothing is happening, it becomes a problem. Let me hear that there's water tap flowing at every taps around in Douala.
Let me hear that we don't have power failures every day because Lompanga is working, Memvele is working. Those are the things that you will know that we are in action. And therefore, what we need, Serge, as we move on in this platform is to be honest, because there are people who are more intelligent than us. I repeat, there are people who are watching us who are more intelligent than us. And so when we talk with water in our mouths, they know. When we speak the truth, they know. And so if we love this country to move ahead, we just need to speak the truth. The government is not functioning well, as Celestin Jammeh said. It's a reality. Why do we recycle? Millions of Cameroonians are there, Serge. Millions of Cameroonians are there who could fit in those positions. If you want to look at most of their portfolios, the youngest is about 45 years, yes. Go to their background. Most of them are served about 30 years in different capacities in the government. It is an error. People come out every day, they graduate, and you say they don't have experience. When will people start getting experience? When you cannot give them the chance to begin to have experience. Only old people, they say, we recycle, and you expect the government to be productive. It must be counterproductive. And that's the more reason why, when I hear my brother... Mais je vous arrête, hein, le président Ndomé, le directeur de l'ENAM, là, les gens se sont plaints aussi qu'ils n'avaient pas assez d'expérience. No, my problem here is not at the level of experience. Oui. As a journalist, I investigated the background of the person who was appointed. Now, my question is, can somebody not be appointed without any link of the background? It's a problem. Let me hear that somebody from Gunoko village has been appointed, whose godfather is not in any party, not in the CPDM, whose uncle has never served in the government, but because they see that he merits it. That's how appointment should be. Let us hear they go to Celestin Jammeh's village and appoint someone that people don't even know him. But only here he has a good CV, he's qualified in that job, it means the appointments will make sense. But in a case where they are appointed because one person is linked to this or that, I don't want to get it because you know what I'm talking about. Right. I don't call it appointments as per se. Je voudrais dire aussi le gangstérisme politique parce qu'en vérité, honorable, ce n'est pas Faelvis qui invente le mot gangster pour le RDPC. Quand je regarde, je lis les tribunes de M. Bidon, Éloi Bidon, maire adjoint, je crois, de Yaoundé 6e, quand j'écoute M. Messanga Nyamding, évidemment, il traite ses camarades de tous les noms d'oiseaux. Donc ce n'est pas ici qu'on invente le gangstérisme du RDPC, en vérité. C'est un parti qui incarne, qu'on le veuille ou non, 37 ans d'échec. Je dis que quand on voit la situation économique, sociopolitique du Cameroun aujourd'hui, c'est quand même le RDPC qui en est le responsable principal, puisque le président national est supposé est à la tête de l'État, puisqu'il est proclamé vainqueur. Donc, en vérité, on n'a rien inventé. Bien sûr, je suis pour les civilités politiques, mais ce n'est pas quelque chose qu'on invente aujourd'hui. Dans vos propres rangs, honorables, vous avez vos propres camarades qui tirent à boulet rouge sur le RDPC. Ils ne se disent même plus RDPC, ils se disent biaïstes. Comme pour dire que le RDPC est mort et enterré, donc aujourd'hui, il faut plutôt s'aller devant un petit timonier qui va, n'est-ce pas, éventuellement leur distiller de petites faveurs. Oui. Donc voilà la réalité aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'incivilité. Non, je pense pas que M. Faelvis soit quelqu'un d'insic ou d'inélégant. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui est dans l'ambiance politique depuis très longtemps et que vous devriez savoir quand même. Donc. Ok. Oui, la réplique d'honorable. Alors, s'il y a une seule personne autour de cette table qui reste dans le domaine des incantations, c'est Celestin Jammeh. Pas du tout, c'est pas les incantations. Ce n'est pas les incantations, c'est des faits réels, honorables. Je vous ai écouté, voilà. Celestin Jammeh. Je vous ai écouté. Pourquoi? Parce que quand vous déclarez que M. Kamto est le président élu, c'est vous seul qui le croyez. Non, c'est la majorité des Camerounais. Non. Vous savez très bien que le 7 octobre, il y a eu des élections présidentielles au Cameroun. Et le 22, vous avez vu le 16 et le 17 octobre 2018, en direct du Conseil constitutionnel. Vous avez très bien vu que M. Émile Sommet, qui était le rapporteur de la Commission nationale de vote, a été incapable de brandir des PV signés. La loi ne permet pas la validation des PV signés. Conséquent, le contrôleur a été découvert, M. Kamto reste le président légitime du Cameroun, puisqu'il n'a pas été en mesure de prouver que ces PV rentraient dans la légalité. C'est un diamant. Qui vous a même invité au Congo? Parce que tel que vous êtes là, vous ne pouvez pas être neutre. La réalité vous dérange. Vous ne savez pas être neutre. Parce que vous ne savez même pas respecter la parole de l'autre. Laissez-moi, vous avez parlé, je vous ai écouté. Maintenant, prenez, souffrez. Que je vous dise ce que je pense. Ça fait 36 ans qu'on vous écoute. Alors, oui, et vous avez raison de continuer à nous écouter parce qu'en face, c'est nul, c'est zéro. Les Camerounais n'ont plus besoin de vous écouter. Vous avez voulu tricher, ça n'a pas marché. Non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, le président de la République un PV doit être signé Paul Biya. comme un chèque. Et comme il s'appelle Paul Biya, c'est Paul Biya qui fait le remaniement, c'est pas vous. Bon, voilà. Légitime, oui. Maintenant, souffrez donc que ce gouvernement se mette au travail. Ok. 36 ans, on va revenir. Le travail de destruction, oui. Oui, on va revenir. Merci. Travail de destruction. Merci Celestin Jammeh, merci honorable. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le 20h, c'est dans un instant Cédric Noufélé.
Au menu ce soir. Ce soir, nous ferons d'abord le point sur la situation au Congo. C'est un pays voisin situé dans la sous-région de l'Afrique centrale. Vous avez suivi le président en exercice de la CEMAC, Idriss Déby Itno, et le président de la Commission de l'Union africaine condamner avec fermeté cette tentative de coup d'État survenue très tôt ce matin au Gabon, principalement à Libreville, là où la vie a repris son cours normal après la mise en échec de cette tentative de coup d'État. 4 mutins qui ont été placés aux arrêts selon le porte-parole du gouvernement gabonais et le présumé instigateur, chef de file de cette tentative de coup d'État qui est en fuite. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous reviendrons au Cameroun avec ce réaménagement gouvernemental et vous verrez comment les nouveaux ministres de la ville, de l'habitat et ministre délégué à la justice, Célestine Ketia-Cortez et maître Jean de Dieu Momo, font courir des foules lors de leur installation ce jour du côté de Yaoundé. Mais au-delà de l'euphorie, ont-ils pris la mesure de la tâche qui les attend en tant que ministre du premier gouvernement du septennat des grandes opportunités? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et nous sommes à la rentrée du deuxième trimestre, un trimestre important dans l'année scolaire 2018-2019. Comment les élèves appréhendent-ils ces 3 mois de cours qui va les conduire vers les examens de fin d'année? Nous en parlerons ce soir. Saint-Jean-là. Voilà, Cédric Nouffelé dans le 20h, c'est dans un instant, madame, monsieur. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, place tout de suite à la pause journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée, madame, monsieur, au débrief. Toujours en compagnie de Fa Elvis Taillon, l'honorable Marlis Doualabel, Paul-Joël Kamchan et Célestin Djamen. Vous sortez d'un autre pays de l'Afrique centrale, qui est la RDC, mais ce matin, on s'est réveillé avec cette nouvelle. Coup d'État au Gabon. Oui, je crois que c'était plutôt un coup de blague, plutôt qu'un coup d'État. Coup de blague, comment? Est-ce qu'on blague avec... On ne peut pas faire un coup d'État avec 5 petits farceurs qui montent pour s'accaparer uniquement de la télévision. Dans un coup d'État normal, vous avez les points stratégiques comme le palais présidentiel. Bon, même si Ali Bongo est en convalescence au Maroc, c'est vrai, mais on doit quand même vitrier le palais présidentiel. Il y a les aéroports, il y a bien sûr les principaux axes du pays, mais ils se sont contentés... Mais ils demandaient aux autres militaires de les rejoindre. Oui, mais ils ont demandé, ça se prépare tout ça. On doit voir, n'est-ce pas, avec soin... Donc vous avez senti de l'impréparation dans ce qui s'est passé ce matin à Libreville? Mais c'est une farce. C'est tout sauf un coup d'État. On ne peut même pas parler d'échec de coup d'État, c'est une véritable farce. Et en plus... Ils disent que après le discours de M. Ali Bongo, ça renforçait le doute dans les esprits des Congolais que M. Bongo était instrumentalisé par la hiérarchie militaire. Donc ils accusent même la hiérarchie militaire. Ce qui veut donc dire qu'en amont, ils n'ont même pas pris le soin de s'octroyer la sympathie ou l'aide de ces hauts gradés militaires. Or, sans hauts gradés militaires, enfin sans les principaux généraux du pays, tout coup d'État est voué naturellement à l'échec. Donc pour moi, c'est une véritable farce. D'abord, leur effectif, 5 personnes. Il y a eu la télévision où j'étais qui a été pris d'assaut. Ça, c'est peut-être ceux qui ont été abattus. Ça, c'était peut-être la face visible de l'iceberg. Oui, mais vous savez très bien. D'ailleurs, 5 personnes. Il est en cellule aujourd'hui, monsieur Kelly Odobian. Il a déclaré tout récemment, il y a quelques minutes, que on ne peut plus blaguer tranquillement. Voilà ce qu'il sort. Donc, oui, il a dit. Vous êtes sûr? Phase de Facebook. C'est non. C'est Facebook, hein. Non. Le tueur qui l'a connu ses propos. Moi, je pense que je fais foi à ce que les journaux gabonais ont rapporté. Moi, je pense donc aujourd'hui, quand on voit la pratique de ce supposé coup d'État, mais c'est une grosse blague. Comment pourrait-il s'imaginer qu'en prenant simplement la radio, en passant un communiqué à la radio, télévision gabonaise, que le coup d'État serait effectif? Non, mais soyons un peu sérieux quand même. Mais vous voyez 84 aussi au Cameroun, hein, ils étaient où? Non, 84 c'était déjà plus sérieux, parce que là, en vérité... Mais ils étaient à la radio Cameroun. Il s'agissait, même si on parlait d'officiers de gendarmerie, il s'agissait quand même d'un coup qui était assez bien préparé. L'aéroport était investi, la radio était investie, mais n'ont pas pris le soin de venir et de prendre avec eux
leurs techniciens de radio-télévision. C'est l'erreur qu'ils avaient commise. Donc, ce qui fait que votre confrère Jean-Vincent Chineum, à l'époque, a eu la prison d'esprit de ne pas diffuser le message dans tout le Cameroun. Donc, c'était limité dans la sphère de Yaoundé. Donc là, c'est un cas totalement différent. C'est des jeunes gens, ils ont moins de 35 ans. D'ailleurs, monsieur Oubian, le chef de file de cette bande, est sorti en 2015 seulement de la promotion en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, il n'a absolument aucune expérience. Donc, il a traîné derrière lui 4 petits gamins qui ont cru vraiment faire leur petit show, quoi. Non, il faut être sérieux. Donc, ils sont rentrés dans l'histoire du Gabon? Mais pour eux, ils ont peut-être fait leur spectacle, ils sont entrés dans l'histoire des Gabonais comme des gens qui ont voulu peut-être souhaiter la bonne année d'une manière un peu spéciale. Et aujourd'hui, c'est clair que, d'ailleurs, ils savent très bien que l'Union africaine n'accepte plus les gouvernements issus de coups d'État. Regardez Sanogo au Mali et Diendéré qui sont encore en prison aujourd'hui. Donc c'est peine perdue. Les coups d'État ne doivent plus exister en Afrique. Ça, on ne peut pas entrer dans le XXIe siècle, sortir d'une certaine barbarie pour entrer dans la sauvagerie. Non, il ne faut pas accepter ça. Même si c'est une blague, il faut condamner ces gens-là avec une promptitude, avec une fermeté absolue. Parce qu'on ne peut pas encourager ça dans nos pays. Nous, au MRC, nous sommes pour l'approche républicaine. Nous croyons aux urnes. Nous pensons que ce régime qui est machiavélique au Cameroun tombera par les urnes. Et nous ferons tout pour inciter le peuple à prendre ses responsabilités. Comprenez? Voilà, on ne peut pas adouber un coup d'État, ce n'est pas possible. Voilà, il fallait qu'on arrive à cette conclusion, Célestin Djamane. Felvis, Felvis, dites-moi, Célestin Djamane parle d'impréparation pour nous. Ils étaient 4 ou 5 pour les 5. Yes, I think that... C'était pas, ils n'ont pas mûri la chose? Yes, I think that the coup plotters did not do their job well. I think if I was in that place, I would have taken over that country alone. But because no, ne faites pas no, I'm saying if I was in his shoes, because I would not make that kind of blunder. Oui. Because when you want to take over, you want to build a coup d'etat. I hope they should not say that I'm giving strategies for coup d'etat because it's a technical subject we are treating here. But then with coup d'etat, you must master the terrain, and then you must have technicians in the field. For example, just like we're talking about, if you have to go to the communication, you must have an expert in communication, not just a journalist, but at least a technician. And then you must be able to have people, portions who are placed at the various angles where... Mais c'est le putschiste qui généralement rendent le discours à l'antenne. Vous pouvez pas... C'est vous-même qui vous présentez. Yeah, but you know, when you come in as a military man and you don't master it, just like what Celestin is saying, if you see the coup d'etat that failed in Cameroon, because the technician was smart, you know, to make sure that he blocks the frequencies at the particular angles. So, but when you come in a coup d'etat where you are prepared, the first thing is that you take precautions. And with the precaution means that you make sure that there are strategic positions where you get feedback to know whether the signals are getting to where they are. And certainly, you must make sure that the airport, you have factions who are at the airport, you have factions who are at the presidential palace, you have factions who are at the strategic places, buildings like territorial and all the like. That we're talking about the country. People should not say that I'm talking about Cameroon, and you know. So when you take the strategic corners, and then by the time you are coming, there's a communication system because all goes with communication. By the time you are in, you have people who are surveying outside, and you are working also online with communication. There should be feedback one-on-one wherever your various factions of troops are there. And when you do that, obviously, if you look at it, the lesson we should learn, because it's true they fail because they did not prepare, but there's one thing that is common. It is true, Celestin Djamane said we should not be carrying out coup d'etats in Africa. It's a good thing he says so. But then, I don't look at it that way. I look at it that what caused the coup d'etat? When young military officers come in and they say, we are patriotic youth movement, it tells you that somewhere, somehow, those junior armies have surely been disgruntled for some time. That is the analysis. If you hear them saying that they belong to a youth faction, something like that, it means that even though they were not prepared, but it means that there were some grudges. So what is the problem? African leaders don't want to leave power. And for those who stay on power, they think that only old people whom they claim have the experience in quotes should be there. And this is a lesson. For what happens in Central Africa, even in Cameroon, they are youths that are disgruntled. Many youths, even the youth wing of the CPDM, I've spoken with most of them one-on-one, who cannot speak out clearly as we talk, but at the background, they say, but they too are getting tired. They don't understand what is happening with their party hierarchy, that they are not thinking of the youth. So it's a problem in Africa. So from that coup d'etat, African leaders, especially those in Central Africa, should understand that the moment you don't put the youths at the interest of your activity,
I am not talking on paper, because Cameroon is good at paperwork. On a fait ça pour les jeunes, on a fait ça pour les jeunes. But in practice, has it has an impact on the youth as per se? No. Therefore, that's where Cameroon gets failing every day. We talks every day on paper. We have done this for the youth and other. Like when in reality, youths keep on suffering. And so these are the kind of young military officers that you can see them from any other country in Central Africa. They could get up one day, and then you see them posing that kind of challenge. Imagine if they are succeeded. It means their government would have been made all of young people, which will still be a problem, because these young people will not have had maybe experience to govern Gabon. Because after everything, we need the youth and the old. But in the Cameroon dispensation, no, we need just the old. Why for the youth? We use them to rig elections. We use them to do dubious things, evil things. When it comes to government to compensate, no, vous êtes encore jeune. Vous êtes des avenirs de demain. Every day, avenir de demain. That's the funny thing CPDM keeps on telling people every day. Ok, honorable Delabel, c'est l'immaturité qui a conduit à l'échec? Bien, l'impréparation, tout ça? Oui, mais toujours mon voisin m'intéresse beaucoup. Parce qu'il a toujours trouvé le diable qui fait tout. Mais quand je regarde les formations politiques classiques que je connais, les jeunes n'y ont pas d'espace non plus. Un effort a été fait récemment avec les élections présidentielles où on a vu l'arrivée massive des jeunes dans les organisations politiques, et ils sont devenus plus visibles et plus engagés. Mais effectivement, peut-être qu'on les avait habitués à ces rôles de porteurs de chaises, mise en place, etc. Mais je pense que la donne est différente aujourd'hui. Dans tous les partis politiques, les jeunes ont pris les choses en main, et ça va se ressentir lors des prochaines élections. En ce qui concerne le Gabon, je pense aussi que la situation de convalescence, de la longue convalescence du président de la République peut expliquer cette espèce de fièvre qu'il y a eu. Et peut-être que des choses plus sérieuses... Non, que c'est la sortie du 31 qui n'a pas été, qui les a pas rassurés. Bon, oui. Le message à la nation du 31. Peut-être, mais moi je me dis que plus ça dure, plus ça va durer, et plus les gens vont être inquiets. Et cette inquiétude peut se manifester de diverses façons. Mais en ce qui concerne... Non, la Constitution est claire. On peut constater l'incapacité du président. Et là, le président du Sénat... Oui, mais tant qu'on n'a pas constaté... On n'a pas besoin d'un coup d'État. Mais personne ne veut... Mais le pays, le Gabon, je crois, le Gabon tourne. Personne ne veut d'un coup d'État en Afrique. Oui. Je voudrais simplement dire que la situation telle qu'elle est peut générer des attitudes ou des comportements comme ceux qu'on a observés, simplement parce que les gens sont de plus en plus inquiets. Mais je sais bien que le Gabon est gouverné et que le moment venu, s'il y a quelque chose à faire, ça sera fait. Mais nous souhaitons tous au président Ali Bongo de récupérer rapidement ses forces et ses capacités pour continuer sa mission. Maintenant, si vous me permettez, avant qu'on ne passe à autre chose, je voulais faire une belle révérence aux deux femmes qui ont donné de la couleur à ce gouvernement. Oui. Il y a Viviane, docteur Kilo Viviane, voilà, qui m'a tout de suite séduite avec son sourire. Je l'avais déjà vue à l'occasion d'un événement au ministère des Arts et de la Culture. Secrétaire d'État à l'éducation de base. Voilà. Maintenant, elle est à l'éducation de base. Je pense qu'elle me rassure. Okay. Cortès, c'est la panthère et en même temps la mère poule. Je crois qu'elle aussi, elle va apporter du relief à ce gouvernement et que, compte tenu de son expérience, elle va impacter la qualité de ce qui se fait dans le domaine qu'on lui a confié. Voilà, je vais d'abord recueillir l'avis de Paul-Joël Kamchan sur le coup d'État manqué de ce matin au Gabon. Impréparation, immaturité. Je crois que les précédents orateurs ont eu les mots assez justes
pour exprimer ce qui s'est effectivement passé au Gabon, parce que sémiotiquement parlant, lorsque vous analysez tous les éléments mis ensemble, c'est-à-dire d'abord la teneur du communiqué qui a été lu, vous sentez en réalité que ça peut ne pas être ces gamins-là qui ont rédigé, parce que quand vous écoutez le message qui en est sorti, c'était assez costaud. Il est quand même lieutenant. Hein. Oui, c'était assez costaud, donc officier. Je suis tout à fait d'accord, mais je tiens à vous rappeler que le lieutenant obéit à un certain nombre de nomenclatures. Oui. Mais ici, je crois que les termes employés étaient suffisamment lourds de sens pour dire en réalité que on ne devait pas seulement se limiter. Mais il y a également cette petite jeunesse que vous allez constater à la fin de la vidéo, lorsque le message est fini. La façon avec laquelle ils jubilent, vous sentez des jeunes tout excités qui viennent d'accomplir une mission, mais laquelle donc là est tout le problème. Il y a également, du point de vue de l'image, la façon avec laquelle ils étaient tenus, cette facilité à entrer dans les studios, ce journaliste qui était juste à côté et qui était sur Facebook en train de surfer pendant que le militaire lisait son message. Et puis à côté, vous avez et également le fait qu'ils aient fini, ils soient sortis. En réalité, il y avait un sérieux problème d'immaturité et un sérieux problème de préparation. Vous sentez en réalité qu'ils n'ont pas eu l'onction de la plupart des militaires, parce qu'apparemment, ils sont dans l'unité qui s'occupe de la garde présidentielle. Oui. Et donc, du coup, à ce niveau, ils ont facilement été happés sans aucune résistance. Et donc, finalement, vous ne percevez pas tout un autre mouvement derrière. Donc, en réalité, il me semble qu'il y a eu beaucoup d'impréparation, de l'immaturité, mais au moins cela nous amène à constater en réalité que c'est ce qui peut arriver dans un État où on a l'impression que personne ne gouverne. Oui. C'est-à-dire, vous avez des gens qui peuvent se lever un bon matin, aller à la radio, faire ce qu'ils veulent, délivrer n'importe quel message, et après on les prend, on les garde, et puis on prend un communiqué, comme ça a été le cas. Je reste avec vous, Paul-Joël Kamtien, pour embrayer sur le dernier virage. Maître Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, un poste qu'a occupé Maurice Kamto il n'y a pas longtemps. Quel message le président Biya a voulu faire passer? Désolé, je ne suis pas dans une posture de poser la question. Je vous aurais demandé pourquoi vous sautez le professeur Fogui pour parler de Kamto, comme si en réalité vous voulez expressément faire un lien entre Kamto et... Mais en réalité, c'est un poste, c'était pas un poste de Kamto, c'est un poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. J'ai du mal à comprendre la relation qu'on essaye de vouloir faire. Voilà, je me rappelle, je lisais sur Facebook des gens qui faisaient des points de similitude. Je crois que c'est le journaliste Zébazi qui l'a fait, entre Kamto et Jean de Dieu Momo. Et du coup, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on tient... On a sauté le professeur. En réalité, tout cela dénote simplement d'une intention malsaine qu'ont certaines personnes de dénigrer ce ministre qui arrive à ce poste. C'est vrai qu'en même temps, c'est la particularité et la moment. Oui, je veux dire, c'est pas la première fois. Pendant toute la présidentielle, si vous vous rappelez, il a suivi beaucoup d'injures, de railleries, de moqueries, aussi bien sur Facebook que même sur les plateaux de télévision. Vous vous rappelez, on a partagé un plateau ici. Je veux dire, c'est vraiment malsain. Et je veux bien comprendre si Jean de Dieu Momo n'a pas le profil de à ce poste-là, ou alors s'il ne mérite pas, ou s'il y a un type de Camerounais qui est censé mériter un poste au sein du gouvernement. Pour moi, je dis tout de suite non, c'est malsain. Et je crois que nous sommes 25 millions de Camerounais, et chaque Camerounais a l'obligation ou alors le devoir de servir sa nation, qu'importe la position que lui offre ce pays. Malheureusement, cette position, il n'y a que le chef de l'État qui puisse l'offrir, et donc Jean de Dieu Momo est un bénéficiaire. Il faudrait donc maintenant qu'on le voit à la tâche, et puis qu'on arrête vraiment les railleries de bas étage qui ne nous avancent vraiment pas. C'est vrai que on sait qu'il y a certaines rivalités, on sait qu'il y a certains affrontements, mais je crois pas que pour un homme de ces statuts, c'est-à-dire ce n'est plus le genre de Dieu Momo ordinaire que nous voyons, c'est maintenant quelqu'un qui est investi d'un certain nombre de missions et de pouvoirs, et donc c'est un homme d'État déjà. Donc il faudrait au moins qu'on lui accorde le moins de respect en tant qu'homme d'État, en tant que commis de l'État. Donc pour ma part, vraiment, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Ces moqueries là, c'était au cours de la présidentielle, c'est derrière nous. J'entends des arguments, dit qu'il a régné son ennemi, il a régné, ainsi de suite. Je vois tout commentaire qui passe, mais je me dis vraiment c'est un peu déplacé. Nous sommes tous Camerounais, chacun a droit à servir son pays où qu'il se trouve et en fonction de l'opportunité. Ok. Maître Faye d'abord.
Célestine Ketia Cortez. Yes. Vous la voyez venir? Yes, as I said, it's a hard-working mayor. Oui. In the first place, I've been there several times. But then, as Bangante. I said, in Bangante, I've done even an interview with her as a journalist. But then I said, I keep on maintaining the same thing, that she could be as good as the word good. I don't refuse that because she is capable. But my question is, of what importance is that to us in the Northwest and the Southwest? If we have ministers that are there and the killing continues, there is no news to me. I keep on saying that. And therefore, I might be a little bit hard on that aspect because we have an honorable member of parliament here and the others who are in Douala. If you have children who live in the Northwest, Southwest, and who are victims of this crisis, we will not talk the way we're talking here lightly. That's the bitter truth. But if those who are in Yaoundé, the minister or whatever, have even some of their in-laws who are in those areas, who have been shot by a gun, who have been killed, who have been burned in their houses and all the like, they will not talk like the way we're talking. So he who wears the shoes knows where it's pinching. And that's the reason why I say that for me, when I'm analyzing President Biya's regime, you can only tell me to analyze well when I know that it has an impact. Of course, from every indication, when they say Cameroon is 167, I am not even seeing it because a handful of persons within the littoral, maybe central region, many of them are lukewarm, but majority are beginning to understand that we are in crisis. So if that government we're talking about, whether it's Madam Célestine Ketia or whosoever, will work for the interests of bringing about peace, good. If not, it's no news to me. Ok, je vais prendre les avis de Honorable Célestin Djamène pour conclure l'émission. D'abord, c'est Sylvestre Hippolyte Zangaou. Bonsoir, Serge Alain. Oui, bonsoir Sylvestre. 100% foot dans un instant. Au menu. Eh bien, au menu ce soir, comment ne pas parler du nouveau ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Moulé-Kombi, qui désormais face à ces défis qui l'interpellent dans son département ministériel. Quelle sera sa relation avec la fameuse fédération camerounaise de football, que l'on taxe souvent de fédération particulière, tombeuse de ministre des Sports et de l'Éducation physique. Lui, en tout cas, entend être le ministre de tout le mouvement sportif camerounais, non le ministre du football, comme on l'a souvent entendu dire dans les milieux sportifs au Cameroun, resserrer les lignes entre le football et les autres fédérations sportives civiles nationales pour qu'on ne parle plus de sport mineur et de sport majeur. Nous parlerons également de ces acteurs du football camerounais qui ont également été promus. Célestine Ketia Cortez, ancienne présidente du conseil d'administration de la Parenthèse sportive du Ndé, et Gabriel Bayrobé, ancien président de Coton Sport de Garoua. Dans cette édition de 100% foot, nous proposerons un entretien exclusif du président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, le général Pierre Semengue, qui a fumé le calumet de la paix avec les autres administrateurs de la Ligue professionnelle du Cameroun, mais il a tenu à avoir un droit de réponse à la suite du passage de son premier vice-président Fosson Domke sur ce même plateau de 100% foot le 24 décembre dernier. À bâton rompu dans un entretien avec Aïsiril, Pierre Semengue va revenir sur la polémique avec la mise en retraite de la secrétaire générale d'alors, Pauline Thérèse Manguelet, et ses relations avec les autres membres de la Ligue professionnelle du Cameroun. Nous donnerons également les nouvelles des CAF Awards qui vont avoir lieu demain à Dakar, au Sénégal. Joseph Ndoko sera-t-il élu meilleur entraîneur de football féminin en Afrique pour l'année 2018? Et quel sera finalement le pays qui sera désigné comme pays hôte de la CAN 2019? Rendez-vous dans quelques instants, Serge Alain. Voilà, 100% football, c'est dans un instant avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Je vais donc terminer avec vous, Célestin Djamène. L'entrée de Maître Jean de Dieu Momo dans ce gouvernement, comment vous avez accueilli? Oui, ben, vous savez que le président proclamé vainqueur du Cameroun a bien voulu nommer, récompenser un individu parce qu'il a apparemment affiché, n'est-ce pas, rempli des critères de griotisme très relevés. Vous aurez remarqué que sans vouloir dire que M. Biya a un esprit tordu, je ne le dirais pas, mais je pense qu'il a quand même un esprit très cynique. La personne que M. Jean de Dieu Momo remplace, c'est un homme de son village. De la même manière que celui que Mme Cortez remplace est un homme de son village. Donc il a une approche très tribale
si ce n'est tribaliste de la politique, faut bien c'est-à-dire qu'il est en train il met en place depuis très longtemps, n'est-ce pas, des hommes en fonction de leur origine tribale. Et ça, c'est détestable dans un pays qui se veut république. Je pense qu'on doit mettre en avant le mérite, la capacité des hommes à diriger les ministères. Alors, monsieur, tout à l'heure, j'ai écouté mon ami Paul Join-Kamchouen, tout à l'heure, il parlait de Momo en tant qu'homme d'État. Je crois quand même que faut pas pousser des fous rires, hein, parce qu'en vérité, parler de Momo comme d'homme d'État, je trouve ça un peu fort de café. Parce qu'en vérité, pour être homme d'État, il faut quand même offrir des états de service assez importants. Il a à peine pris, n'est-ce pas, installation de son ministère, qu'on parle d'homme d'État. Non, il ne peut pas être d'homme d'État. Les hommes d'État dans le monde, c'est les hommes qui ont fait preuve d'une haute capacité de s'intéresser à l'intérêt général, qui ont posé des actes historiques très forts. Monsieur Biya, son patron, n'est pas un homme d'État, ce n'est pas lui qui sera homme d'État. Donc je pense que... Qui est donc homme d'État, selon vous? Homme d'État, ils sont très peu nombreux dans le monde. Au Cameroun? Il n'y a pas d'homme d'État au Cameroun. Ok, merci. Il n'y a pas d'homme d'État au Cameroun. Voilà, merci. Honorable Alice Dorabel, Jean-Dieu Momo et Célestine Ketchako. Ce qui est fort de café, c'est que M. N'Djamène nous parle de l'ethnie en disant que Momo Jean de Dieu a trahi l'ethnie. Et c'est lui qui est encore surpris de voir que l'ethnie dans notre pays fait partie des facteurs traités politiquement. Et je pense que ça a du sens. C'est parce que ça existe. Et parce que lui-même, M. N'Djamène, donne du crédit à ça. Et j'ai vu son président autoproclamé qui a déclaré, qui a soutenu une brigade anti-sardinard. Vous vous rendez compte, un monsieur qui veut... Oui. À quel moment? Je ne l'ai jamais entendu. Je ne l'ai jamais entendu. Alors, ne pas l'entendre et soutenir, c'est deux choses différentes. Je dis que monsieur Kamto n'a jamais levé le ton pour... mais pourquoi doit-il se désolidariser? Se désolidariser? Est-ce qu'il a signé un pacte de solidarité? Vous ne pouvez pas soutenir cela, M. N'Djamène. Parce que vous menez le peuple du Cameroun dans la haine tribale. Et la haine tribale est très dangereuse. Alors, M. Kamto et vous-même, arrêtez ces histoires où vous mettez le peuple, les hommes, c'est vous qui avez fait allusion à l'ethnie de M. Momo. Alors, arrêtez ça. Arrêtez ça parce que c'est les élections qui vous sauveront, c'est la capacité à s'intéresser aux autres. Alors votre brigaderie de rue, vraiment... Nous combattons l'ethnie. Excusez-moi, vous ne combattez pas. Vous ne combattez pas. Vous utilisez une brigade anti-sardinard. Vous vous rendez compte? Mais qui a soutenu? Vous-même. C'est de la calomnie, ça. Vous-même, non. Qui a soutenu? Vous. Vous, où? Le MRC. Où? Partout. Je voudrais voir une déclaration de Kamto qui dit qu'il est contre cela. Dans quel média? Il faut que Kamto fasse une déclaration. Ça, c'est des farinades. Ça, c'est des paraboles. Ces brigands de rue, c'est dangereux. S'il vous plaît, c'est dangereux. Monsieur N'Djamène, 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 c'est dangereux. Vous n'y arriverez pas. Nous combattons le tribalisme. Vous n'y arriverez pas. Merci, messieurs, merci, madame, pour votre expertise. Merci. Madame, messieurs, c'est ici que prend fin Equinox Soir. Rendez-vous demain à 19h pour une autre édition. Rediffusion pour celle-ci, 23h GMC. Il sera minuit à Tungan-Ville. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Les enfants, c'est pour vous. Ouais! Non, papa, touche pas le cantico.
C'est bon les enfants, vous avez gagné. On partage? Ok papa, on partage. Et moi alors, on m'oublie? Non maman, Tampico c'est pour tout le monde. Tampico, tout le monde y prend goût. Tampico, personne n'y résiste. Personne. L'extraordinaire pourrait être là, juste sous vos yeux, sans que vous ne le sachiez. Une saveur à l'expression affirmée et incomparable. Guinness, made of more. Ma famille est ma raison d'être. La première fois que Rose m'a invité, le doux fumet de sa cuisine m'a troublé. Et dès la première bouchée, je suis resté bouche bée. Aujourd'hui, nous sommes une famille heureuse avec une merveille de 5 ans. Elle a cette manière à elle de mijoter des plats avec je ne sais quoi. Je vous fais une confidence? Ndolo tout simplement. Tomate Ndolo, c'est ce concentré de fraîcheur dans une boîte qui donne cette saveur particulière à mes sauces. Le riz Ndolo, David en raffole, surtout son parfum. Il gonfle et ne colle jamais. Que dire du spaghetti Ndolo? Fin et digeste, il garde sa saveur des heures après cuisson. Ndolo, une histoire d'amour, tout simplement. Bio-romance. Inside. Reveal the inner you. Bio-romance. The new fragrance by the Laboratoire Biopharma. Toute la force du lait. Toute la richesse du lait. Tout l'amour du lait. Redécouvrez Tino, votre lait aux atouts multiples. Tino enrichit ta vie. L'aventure continue. La grande famille Dove s'agrandit et illumine le quartier Messa Mendongo. Sous le haut patronage de Monsieur le ministre du Commerce, le supermarché Dove Messa Mendongo ouvre ses portes ce 19 décembre 2018. Retrouvez tous vos produits de qualité au prix le plus juste. Boulangerie, pâtisserie, alimentation, cave à vin et spiritueux, parfumerie et cosmétiques, entretien et bazar. Et ce n'est pas tout. Au supermarché Dove Messa Mendongo, retrouvez également une agence bancaire, un restaurant fast-food. Soyez les tout premiers clients du supermarché Dove Messa Mendongo ce 19 décembre 2018. Dove, la légende se construit. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.
Emmanuel Abra et Eskinder Mamo. Les deux Éthiopiens ont lancé leur entreprise en plein centre d'Addis Abeba. Ahadou Tech développe des logiciels et applications pour smartphones. Leur produit phare, c'est l'application Fidel, spécialement conçue pour accompagner les écoliers éthiopiens dans leur révision. Fidel est une application web et mobile qui donne accès à du matériel éducatif. Elle cible le système scolaire éthiopien. Les écoliers et lycéens peuvent apprendre n'importe où, n'importe quand. L'application est gratuite. Elle est financée grâce à des sponsors, mais aussi grâce aux revenus qu'Ahadou Tech tire d'autres applications plus commerciales. Les créateurs Emmanuel Abra et Eskinder Mamo ont eu l'idée pendant leurs études d'information et communication en Allemagne. Seuls 40% des jeunes ont accès aux études supérieures en Éthiopie, un chiffre qui pourrait augmenter, pense Emmanuel Abra. En étudiant en Allemagne, j'ai eu l'occasion d'apprécier la qualité de la production allemande, sa perfection. Quand les Allemands font quelque chose, ils le font à 100%. Je crois que l'Allemagne aurait beaucoup à apprendre de l'Éthiopie. La première chose, c'est la flexibilité. Ici, il n'y a pas une seule manière de faire les choses. Mais à Addis Abeba, ils doivent faire face aux coupures de courant à répétition. Et la connexion Internet n'est pas toujours suffisante non plus. Malgré tout, ils continuent, avec leur équipe. Nati Gossaye travaille au développement de la version mobile de Fidel. Elle est utilisée par 5000 lycéens. Lorsque vous ouvrez l'application, vous voyez une liste de matières. La progression de vos révisions est aussi indiquée. Vous pouvez décider de télécharger les questionnaires afin de travailler sans connexion web. Entre-temps, Ahadou Tech emploie 19 personnes. Tous les employés sont éthiopiens et connaissent bien le système scolaire du pays. Mais ils entretiennent quand même les liens avec leurs utilisateurs qui leur permettent d'adapter leurs produits au mieux. Nous avons par exemple changé le design sur le conseil de nos jeunes utilisateurs. El Shaddai Kassou a 15 ans, elle est en seconde dans un lycée d'Addis Abeba. Elle utilise l'application Fidel pour réviser depuis 6 mois. Cela m'aide pour tellement de choses. Par exemple, lorsque je ne réponds pas à une question, elle me conseille des lectures. Cela m'aide. Et malgré son jeune âge, El Shaddai Kassou a également des idées pour les développeurs. Un chronomètre